Bonjour mesdames, puisqu'il y a quand même une majorité de femmes, comme d'habitude, pour écouter les choses difficiles à formuler, certainement. Aujourd'hui, je vais évoquer la problématique des violences sexuelles, des agressions sexuelles, mais beaucoup plus sur les enfants. Ce ne sont pas seulement les enfants qui sont victimes de violences sexuelles, ce sont les hommes, les femmes, les adolescents et les enfants. Alors je ne vais pas reprendre la définition des violences sexuelles, tout le monde sait ce qu'est une violence sexuelle, mais je vais commencer par parler des violences sexuelles, des violences physiques, parce que vous avez des violences sexuelles pas physiques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'arme à feu, il n'y a pas de coup de couteau, il n'y a pas de blessure, il n'y a pas de coup de bâton. Ces violences sexuelles où il n'y a pas de violence physique, ce sont les viols. Ce sont les viols. La Guadeloupe et la Martinique ont une mauvaise réputation de viol. Alors quand on regarde les chiffres, bien sûr, il faudrait pouvoir les comparer avec d'autres chiffres, parce qu'il y a une amalgame dans les chiffres, j'ai constaté, s'agissant des chiffres d'agression, notamment et de violence sur la Guadeloupe et la Martinique. Alors, c'est le viol, ce sont des tentatives de viol, ce sont des agressions sexuelles, et puis ce sont des atteintes sexuelles. Puis nous avons des violences sexuelles non physiques. Elles ne sont pas physiques, mais elles font autant de mal, quelquefois, que les violences physiques, c'est-à-dire le harcèlement. Alors aujourd'hui, on a remarqué qu'il y a une augmentation du harcèlement dans tous les domaines, que ce soit le harcèlement intrafamilial, que ce soit le harcèlement professionnel, il y a une augmentation du harcèlement. Le voyeurisme, c'est quoi le voyeurisme? C'est quelqu'un qui est toujours à l'affût de choses sexuelles. Le voyeurisme, on n'en parle pas beaucoup ici parce qu'on ne sait pas l'identifier. Il y a des choses qu'on trouve tout à fait naturelles. On dit, ah, mais celle-là, ça m'a l'élevé. Et toujours qu'à veiller mon adam, persiennaille et tout ça. Mais on ne se rend pas compte que c'est une violence sexuelle, c'est une agression sexuelle, le voyeurisme. Et puis l'outrage sexuel. L'outrage sexuel consiste en la main, par exemple, portée sur les seins de quelqu'un, la main portée sur ses fesses. On se doit de respecter l'autre. Mais l'outrage sexuel n'est pas seulement cette main qui avance, ni le fait, par exemple, ici, il n'y a pas beaucoup de frotteurs. Il y a des choses qui échappent complètement et qui se trouvent dans les pays dits industrialisés. Par exemple, être frotteur. On est dans le métro et puis quelqu'un se frotte sur vous. On est dans le bus, en France, quelqu'un se frotte sur vous. C'est une agression sexuelle, ce n'est pas acceptable. Alors, il y a des violences sans contact, les violences en ligne. Bien sûr, nous sommes à la pointe même du progrès puisque tout le monde sait manier les outils informatiques. Donc c'est violence en ligne et puis c'est violence verbale parce qu'on peut très bien passer devant chez sa voisine et puis lui faire des compliments sur ses fesses rebondies, sur ses seins. Ce sont des violences qu'on n'a pas à accepter. L'exploitation sexiste, quand on met les gens sur le trottoir, la prostitution et surtout la prostitution des mineurs. Il y a aussi cet espace qu'on a du mal à pénétrer parce que les mineurs sont complètement dans le déni. Ils vous disent que non, c'est pas vrai, c'est pas ce qu'on constate, c'est pas ce qu'on a vu. Donc les proxénètes, et on est comme dans tous les pays, je veux dire qu'il y a des hommes et il y a des femmes aussi proxénètes. Il n'y a pas que les hommes, il y a aussi des femmes proxénètes qui mettent les gens sur le trottoir et qui passent ramasser de l'argent. Et les proxénètes, pour maintenir les gens sur le trottoir, les proxénètes assujettissent de la violence. Et puis l'exhibition. Alors l'exhibition, quand il est interdit aujourd'hui de faire pipi sur le bord de la route en montrant son bijou de famille. C'est interdit.
Ici, tout le monde faisait pipi sur le bord de la route. Là, les voitures passaient. Les hommes trouvaient ça normal parce qu'il n'y avait peut-être pas de WC sur les routes. C'est interdit, c'est de l'exhibition. Parce qu'on peut très bien faire pipi quelque part sans pour cela se montrer et se dévoiler. Il y a des gens qui se tournent vers la rue et qui font pipi alors que les voitures passent. C'est de l'exhibition et c'est puni par la loi. Alors, ce qu'on signale aujourd'hui, et on doit absolument s'inquiéter de cette chose, c'est que à 31%, les mineurs sont violés par d'autres mineurs. À 31%, les mineurs sont violés par d'autres mineurs. Alors souvent, il y a des viols en réunion. Les viols en réunion, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une jeune fille fréquente un jeune homme. Et bien sûr, il lui donne rendez-vous quelque part, elle y va. Et elle a 16 ans, elle a 17 ans, elle a l'habitude d'avoir une relation sexuelle avec lui. Et puis au moment où il commence à l'entreprendre, il y a 2-3 garçons qui viennent. Et les 2-3 garçons vont aussi se servir sans que la fille puisse dire quoi que ce soit. Alors, quelquefois, on la maintient parce qu'elle se débat. Il y a des filles qui se débattent. Il y en a qui sont tellement dans un état de sidération qu'elles ne peuvent même pas réagir parce qu'elles ont trop honte et elles ne comprennent pas ce qui leur arrive. Il y a 3 gars. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Et quand je dis que dans un temps prochain, je parlerai du profil de l'agresseur, parce qu'il a un profil aussi, cet agresseur sexuel. Et ces personnes, ces jeunes adolescents qui viennent comme ça, violer en groupe, ça s'appelle viol en réunion, quand il s'agit d'adultes. Et ces jeunes, eh bien, ils le font tout simplement parce qu'ils ont peur d'être dans ce désir du corps de la mère. Du fait qu'ils sont plusieurs à mettre leur sexe dans le même calice, j'appelle ça mettre son sexe dans le même calice, c'est-à-dire qu'ils échappent au désir qui se situe au désir du corps de la mère. Parce qu'il faut savoir qu'à l'adolescence, il se passe plusieurs choses dans la tête des enfants. Les filles sont attirées par leur père et les fils sont attirés par leur mère. Et c'est souvent que quand la mère se rapproche trop du fils et l'enveloppe comme ça, lui, il se met en retrait parce que quelque part, ça cogite quand même. Il commence à se découvrir sexuellement, à se toucher et l'image maternelle revient en boucle. Donc, pour échapper à ça, ce qu'on appelle la d'attrape, c'est viol en réunion avec plusieurs garçons, ça leur permet de se dire mais c'est pas ma mère, je suis pas en train de passer à l'acte sur le corps de ma mère, c'est pas ma mère. Ça leur permet d'échapper à cette culpabilité parce que quand on a un désir sexuel avec un des parents de l'autre sexe, c'est vrai qu'on ressent de la culpabilité et on n'en parle pas. Alors il faut que ces jeunes puissent s'exprimer. Ils ne s'exprimeront que quand les parents leur permettront d'en parler. Vous savez, c'est très rare ici, le ça ne se parle pas. Et c'est à l'école, bien souvent, que les enfants entendent parler de sexe ou alors ils découvrent le sexe de la pire manière qui soit à travers les films porno qu'ils regardent sur leur portable. Et ils croient que c'est cette réalité, donc ils veulent absolument s'exercer à ça. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, la consommation sexuelle. Ce n'est pas ça, avoir un rapport sexuel avec quelqu'un. Mais ils n'ont que ce modèle parce que tout simplement, chez nous, le ça ne se parle pas. On appelle le ça tout l'ensemble de la sexualité. Quand on regarde les chiffres en France, parce qu'ici, il n'y a pas beaucoup de chiffres, quand on regarde les chiffres en France des agressions, eh bien, on se rend compte que ce sont les agressions sexuelles qui ont le pourcentage le plus élevé, à 76%. 76% des agressions où les femmes portent plainte, où les hommes aussi portent plainte. Je viens de dire qu'il n'y a pas seulement les femmes qui subissent des agressions sexuelles. Il y a des enfants, il y a des ados et il y a des hommes aussi. Mais les hommes en parlent moins, parce que pour un homme, aller au commissariat et porter plainte parce qu'il a été violé, revenir devant un autre policier, c'est risqué aussi. Mais oui, c'est risqué aussi l'opprobre, quoi.
Oh bon, on va pas, l'autre est obligé de prendre sa plainte, mais il va pas lui dire qu'est-ce que vous faisiez là, et puis vous êtes un costaud comme vous, une seule personne ne peut pas violer une personne. Enfin bon, donc les hommes portent moins plainte, c'est-à-dire qu'on est bien en deçà des agressions sexuelles, en général. Alors, comment est vécue cette agression sexuelle? Bien sûr, il y a des gens qui sont grands, costauds, qui sont bien constitués. Quand ils vont chez le psy, ils disent « Ah ben oui, bon, j'ai pas trop de dommages, mais je viens parce qu'on m'a dit de venir, ça va me soulager et tout. » Mais ils sont dans le déni. Parce que c'est très difficile de parler à quelqu'un de son agression sexuelle. Donc les gens sont dans le déni. Quand l'agression vient de se faire, alors les femmes surtout sont dans un état de sidération, un état de mutisme. Quand ça vient de se faire, il est extrêmement rare de recevoir une jeune femme qui vient d'être violée parce qu'elle est passée par le kit de viol. C'est-à-dire le médecin va faire des analyses, le kit de viol. Ensuite, elle est allée porter plainte. Et souvent, quand on est violé, on a envie de se laver tout de suite. On se sent souillé et tout le monde dit ne vous lavez pas parce qu'il y aura des prélèvements. Donc, elles vont à l'hôpital, on leur fait le kit de viol. Elles vont porter plainte tout de suite parce que c'est déjà, on leur dit, elles sont accompagnées. Et on leur dit, écoutez, allez voir le psy tout de suite, parce qu'à chaud comme ça, vous pouvez... Eh bien, arriver devant le psy, c'est extrêmement difficile. Parce que peut-être que si la personne violée attend le lendemain, elle n'aura peut-être pas le courage elle-même, si elle est toute seule, de venir. Donc, on l'accompagne chez le psy. Et là, on se rend compte que souvent les jeunes femmes, quand elles sont jeunes, 17, 18 ans, elles sont dans un état de sidération. Elles ne savent pas ce qui s'est passé. Il y a un oubli partiel, une espèce d'amnésie. Alors ça surgit pour leur permettre de mettre en avant leur mécanisme de défense. C'est une protection. Alors c'est vrai que quand on n'est pas un psy chevronné, on se dit « Ah oui, mais qu'est-ce qui se passe? Je vous verrai ailleurs. » Non, non. Il faut la garder là. Il faut la garder là et il faut lui permettre de s'exprimer. Non pas en la bousculant, mais en étant bienveillant. D'abord, il faut dire tout de suite, ce n'est pas de votre faute. Ce n'est absolument pas de votre faute, ce qui est arrivé. Vous n'êtes pas responsable de ça. Ça la dédouane. Parce que la culpabilité envahit l'être immédiatement. Alors souvent, on entend les gens qui portent en eux un grand puritanisme et qui souvent ont oublié qu'ils ont été jeunes aussi. Et on entend dire, ah oui, mais vous avez vu comment elle est habillée? Il est habillé tout nu. Alors, vous comprenez, ça c'est une incitation, c'est « je suis désolée ». Les jeunes filles ont le droit de s'habiller comme elles l'entendent. Et on a le devoir de les respecter, quel que soit. Et ça, il faut aussi que culturellement, parce que c'est bien ancré culturellement, il faut aussi que culturellement, on prenne de la distance avec ça. Une jeune fille qui se met en short et qui va au supermarché faire ses courses, elle a droit. Garder ses nourritures à yeux, personne, on ne peut pas condamner quelqu'un pour regarder. Mais on peut condamner quelqu'un, premièrement, qui va faire une réflexion désobligeante à cette jeune femme, ou alors qui la touche. Alors, le vécu de l'agression dépend même du type d'agression. Ça veut dire que quand il y a viol, avec arme, avec menace, avec coup, on ne vit pas la chose de la même manière. Quand il y a viol où la personne est complètement comme un petit oiseau, là, coincé, en état de sidération, ce n'est pas le même vécu. Quand il y a viol où la femme se défend, elle lutte, même si elle n'a pas le dessus, mais elle a l'impression au moins d'organiser une défense et de dire non quelque part. Parce que la parole ne suffit pas, le verbe ne suffit pas. Et les agresseurs sexuels, qu'est-ce qu'ils disent en premier? Elle n'a pas dit non. Ça, c'est pas un viol parce qu'elle n'a pas dit non. Alors, c'est toute la question aujourd'hui du consentement et qui commence à faire débat. Je ne voudrais pas venir dessus parce que je suis en train de travailler sur le consentement, mais ça commence à faire débat. Alors, il y a des femmes, effectivement, je me souviens d'une femme qui me disait « Je suis rentrée dans l'ascenseur. Pourtant, j'ai vu sur le visage du monsieur qu'il allait se passer quelque chose. »
Elle est rentrée dans l'ascenseur, le monsieur est rentré derrière elle, elle est toute seule dans l'ascenseur. Le monsieur l'a tenue, effectivement, il a déchiré ses vêtements et il avait un couteau et elle m'a dit, je me suis laissé faire pour ne pas perdre ma vie. Et là, on est dans ce sauver la vie. Hein? On ne réagit pas, on se dit, je vais faire la mort, je vais le laisser faire ses affaires pour avoir la vie sauve. Alors, quelquefois, ça réussit, mais il y a d'autres fois. Alors, ici, il faut savoir qu'il y a très peu de meurtres après viol. On viole les gens, mais on ne les tue pas. Après, comme dans d'autres pays du monde. Hein? Même si la personne est à visage découvert, même si la personne risque de toute façon, on se dit, ceux qui volent et ceux qui violent se disent que de toute façon, l'autre ne va pas porter plainte et qu'on ne va pas